Il est mort un soir de Noël. Alors que le monde entier célébrait la lumière, l'amour et la vie, lui choisissait le silence. Perry Bamouité, musicien de l'ombre et âme discrète du groupe The Cure, s'est éteint le 24 décembre 2025 à 65 ans dans sa maison du West of England. Une courte maladie, dit-on. Mais pourquoi si soudain ? Pourquoi en plein cœur de cette nuit symbolique où même les ténèbres semblent suspendre leur souffle ? Son décès a laissé ses fans sidérés, non pas par le vacarme d'un scandale, mais par le calme absolu de son départ. Et si derrière cette disparition paisible se cachait une énigme bien plus profonde ? Était-ce la dernière note d'un artiste qui vivait déjà à la frontière de l'invisible ? Ce soir-là, un rideau est tombé, et personne n'a entendu l'écho. Perry Arcangelo Baumonte voit le jour le 3 septembre 1960 à Londres dans une famille d'origine italienne modeste. Très jeune, il développe une sensibilité musicale particulière, fasciné par les textures sonores et les ambiances sombres du rock britannique des années 70. Ce n'est pas un enfant bruyant ni un prodige que l'on remarque, Perry est un contemplatif. Il préfère écouter, ressentir, manipuler les sons dans sa chambre plutôt que de briller sur scène. C'est cette discrétion presque mystique qui l'amènera, bien des années plus tard, à devenir l'un des membres les plus insaisissables, et pourtant essentiels, du groupe The Cure. C'est en 1984, alors qu'il n'est encore qu'un simple roadie et technicien guitare pour le groupe, qu'il entre en orbite autour de l'univers tourmenté de Robert Smith. Il règle les instruments, ajuste les micros, reste en retrait dans les coulisses. Mais quelque chose se noue. Perry connaît chaque accord, chaque vibration du groupe. Il semble en phase non seulement avec les guitares, mais avec l'âme même de leur musique. En 1990, il est officiellement intégré à la formation. D'abord au clavier, puis à la guitare, il devient vite l'un des piliers des albums cultes tels que Wish 1992, Wild Mood Swings 1996, Blood Flowers 2000 ou encore The Cure 2004. Pendant plus d'une décennie, il parcourt le monde avec The Cure, participant à plus de 400 concerts à travers les continents. Son jeu est minimaliste, précis, presque hypnotique. Il n'a jamais cherché la lumière, au contraire, il semble s'y dissoudre volontairement. Les fans les plus attentifs repèrent vite sa silhouette penchée sur le clavier, son regard perdu dans le vide, comme s'il était ailleurs, connecté à une autre réalité. Mais en 2005, alors que le groupe connaît une profonde reconfiguration, Perry quitte discrètement la scène. Aucun scandale, aucun communiqué dramatique, il disparaît comme il est venu, dans le silence. Il se consacre alors à d'autres projets musicaux, notamment en tant que bassiste pour Love Amongst Ruin. Mais pendant longtemps, son absence se fait sentir dans l'univers de The Cure. Jusqu'à cette surprise, en 2022, son retour, après 17 ans, au sein du groupe, pour une nouvelle tournée mondiale. Ce comeback inattendu est perçu par les fans comme un signe, comme si le cycle devait se refermer, et comme si Perry savait qu'il lui restait peu de temps. Londres, avril 1992. The Cure entame la tournée mondiale de Wish, leur 9e album studio, qui s'annonce comme l'un des plus acclamés du groupe. Ce soir-là, le Wembley Arena est complet. Plus de 12 000 âmes vibrent à l'unisson dans une atmosphère saturée de brume artificielle et de guitares plaintives. Au cœur de cette cathédrale sonique, Perry Bamouité s'installe à son poste, derrière ses claviers, l'air concentré, presque absent. À peine la première note de From the Edge of the Deep Green Sea résonne-t-elle que quelque chose de singulier se produit. Des témoignages concordants évoquent une ambiance étrange, comme si le son semblait plus dense, plus viscéral que d'habitude. Certains spectateurs, assis aux premières loges, affirment avoir entendu des pleurs, des gémissements d'enfants se mêler aux nappes de clavier jouées par Bamouité. D'abord perçus comme un effet sonore volontaire, ces pleurs persistent au fil de la performance, troublant plusieurs membres de l'équipe technique. À la fin de Trust, un morceau à la mélancolie poignante, les lumières vacillent légèrement. La caméra de projection de fond de scène tombe en panne pendant 1 minute. Un courant glacé traverse la fosse selon plusieurs spectateurs. Robert Smith, visiblement perturbé, se retourne à 2 reprises vers Perry qui reste immobile, les yeux fermés, les mains jouant pourtant avec une précision irréprochable. « Il avait l'air possédé », racontera plus tard un technicien du son, comme si quelqu'un d'autre jouait à sa place.
Un moment de tension surgit lorsque Lord End, dernier titre du concert, Perry semble s'écrouler brièvement sur ses claviers avant de se redresser, les traits figés. Les membres du groupe se regardent inquiets. Mais le public, dans l'euphorie générale, n'y voit qu'un effet dramatique supplémentaire. Ce n'est qu'en coulisses que l'on comprend que Perry a perdu conscience quelques secondes sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il dit seulement se souvenir d'un bruit sourd, puis du noir. Ce concert deviendra rapidement l'un des plus mythiques de la tournée Wish, non seulement pour sa qualité musicale, mais pour l'aura de mystère qui l'entoure. Sur les forums de fans, encore aujourd'hui, on parle de la nuit du murmure, ou The Weeping Show, en référence aux pleurs inexpliqués entendus par plusieurs témoins. Des enregistrements circulent, certains prétendant qu'on y distingue clairement un sanglot d'enfant derrière les synthés. Aucune preuve formelle n'a pu l'étayer, mais la légende persiste. Des années plus tard, dans une rare interview, Simon Gallup, bassiste historique du groupe, confiera « Ce soir-là, j'ai eu peur. Perry n'était plus Perry, et je pense que lui-même ne sait pas vraiment où il est allé pendant ces quelques secondes d'absence. » Certains fans passionnés, fascinés par le côté ésotérique du groupe, avancent une théorie. Perry Bamonte, du fait de sa nature hypersensible et de sa connexion intuitive à la musique, aurait absorbé quelque chose, une mémoire, une douleur, une présence cette nuit-là. Il cite d'anciens propos de Perry affirmant que la musique est une porte qu'il ne faut pas toujours ouvrir trop grand. Ce moment, longtemps resté sans explication, marque un tournant dans la perception que le public a de Bamonte. Plus qu'un musicien, il devient une figure quasi mystique, un médium involontaire entre le son et l'invisible. Et si ce n'était pas un simple malaise? Et si ce soir-là, quelque chose d'invisible avait vraiment traversé la scène? Lorsque The Cure annonce en 2022 le retour de Perry Bamonte pour une nouvelle tournée mondiale, la surprise est immense. 17 ans se sont écoulés depuis son départ silencieux. Aucun communiqué officiel ne l'avait annoncé, et pourtant il est là, réapparaissant comme un fantôme familier sur les premières photos des répétitions. Cheveux grisonnants, regard plus lourd, mais toujours cette même posture effacée, cette présence qui ne cherche pas à dominer, mais qui magnétise les regards. Pour les fans de longue date, c'est un miracle. Pour les observateurs plus attentifs, c'est un mystère. Le Lost World Tour débute en Lettonie au printemps 2022, puis s'étend à travers l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Chaque soir, Bamonte est là, au clavier et à la guitare, jouant avec une intensité presque douloureuse. Il ne parle pas aux journalistes, décline les interviews, disparaît aussitôt les concerts terminés. Ses collègues évoquent un homme fatigué mais déterminé. Jason Cooper, batteur du groupe, raconte « Perry répétait en silence, seul, souvent tard la nuit. Il disait qu'il voulait que ce soit parfait, qu'il n'aurait peut-être pas d'autre chance. » À Berlin, un incident attire l'attention. En pleine répétition, Perry s'effondre brièvement sur scène, provoquant l'intervention immédiate de l'équipe médicale. Il revient jouer le soir même, comme si de rien n'était, mais refuse tout commentaire. Les médecins parlent d'un épuisement passager, mais le public commence à s'inquiéter. À Paris, sa main droite semble trembler légèrement durant l'exécution de Plainsong, et à Madrid, il s'absente mystérieusement d'un concert sans explication. À chaque fois, un silence total règne autour de ses absences. La rumeur enfle. Maladie neurologique, cancer, syndrome post-viral, aucun mot ne filtre. Perry garde tout pour lui, comme à son habitude. La seule fois où il s'exprime publiquement, c'est lors d'un live stream discret avec quelques fans Patreon, fin novembre 2025. Il y apparaît amaigri mais souriant, assis dans un fauteuil au coin d'un feu de cheminée. À la question d'un fan sur la suite de la tournée, il répond simplement « Je pense que le rideau va tomber une dernière fois, mais au moins il tombera doucement. » Un rire triste suit, puis le silence. Dans les semaines qui suivent, aucune nouvelle. La page Instagram de The Cure devient inactive. Plusieurs concerts sont annulés pour raisons logistiques. Le 24 décembre 2025, alors que le monde célèbre Noël, le site officiel du groupe publie une brève déclaration. « Nous avons perdu notre frère, notre compagnon de route, notre lumière silencieuse. Perry s'est éteint paisiblement à son domicile du West of England après une courte maladie. » Le choix des mots « courte maladie » laisse place à toutes les interprétations. Pas de détails médicaux,
pas de service commémoratif public, pas d'autopsie rendue publique. Robert Smith, ordinairement très loquace, ne publie rien pendant plusieurs jours. Ce n'est que le 28 décembre qu'il écrit « Je n'ai pas les mots, juste un vide. Perry était l'âme invisible de notre musique. Il savait quand se taire et comment faire parler le silence. » Cette période devient rapidement sujette à spéculation. Pourquoi Perry est-il revenu si soudainement en 2022 malgré une santé déclinante? Pourquoi continuer à tourner alors qu'il était manifestement affaibli? Pourquoi cette allusion au dernier rideau? Des fans évoquent un adieu orchestré, une manière de conclure une trajectoire musicale commencée dans l'ombre et finie dans la lumière tamisée d'une scène. D'autres parlent d'une forme d'expiation, d'un retour nécessaire pour boucler un cycle intérieur. Plus troublant encore, certains témoignages de fans assurent l'avoir vu parler tout seul en coulisses ou fixer longuement le vide entre deux morceaux. L'un d'eux raconte « À Glasgow, j'ai vu Perry sortir de scène en larmes, les mains tremblantes. Il a murmuré quelque chose comme « Ils sont encore là, tous là ». Ces phrases, floues et inquiétantes, renforcent l'idée que Perry vivait dans un monde que peu pouvaient comprendre. Était-il hanté? Était-ce les mémoires, la fatigue ou quelque chose de moins tangible? Personne ne le saura jamais vraiment. Mais une chose est sûre, il jouait comme si chaque note était sa dernière. Et peut-être l'était-elle vraiment. Ceux qui ont côtoyé Perry Bamonte s'accordent sur un point. Il était différent, pas seulement discret ou réservé. Non, Perry possédait une sensibilité rare, presque surnaturelle. Robert Smith disait de lui « Il sentait la musique comme on respire un parfum. Ce n'était pas cérébral, c'était organique. » Cette intuition profonde, ce lien viscéral avec le son, était à la fois une bénédiction et une malédiction. Car pour Perry, chaque note portait un poids, chaque vibration résonnait dans son corps comme une onde émotionnelle. Ses proches racontent qu'après chaque concert, il s'isolait, non pas par misanthropie, mais parce qu'il avait besoin de se recomposer. Dans un carnet retrouvé parmi ses affaires, on peut lire cette phrase « Quand les lumières s'éteignent, les voix continuent ». Était-ce une métaphore ou Perry faisait-il réellement référence à des sensations que d'autres ne percevaient pas? Durant les dernières années, son entourage note une fatigue croissante, pas seulement physique, une lassitude plus profonde. Il parlait peu, mais ses silences étaient lourds. Simon Gallup évoque une scène à Dublin en 2023 où Perry, après le rappel, s'est assis au bord de la scène, les larmes aux yeux. Il aurait dit « Je ne suis plus certain d'être à ma place parmi les vivants ». Et pourtant, malgré cette fragilité apparente, Perry possédait une force intérieure impressionnante. Il n'a jamais cessé de jouer, de créer, d'avancer. Son humilité forçait l'admiration. Pour ses camarades, il était un pilier silencieux, celui qui ne faisait jamais d'ombre, mais tenait tout en équilibre. Plusieurs membres de l'équipe technique affirment que sans lui, certaines tournées n'auraient jamais vu le jour. Peu avant sa mort, il aurait confié à une amie de longue date « Ce monde est trop bruyant. Je rêve d'un endroit où seuls les échos parlent. Peut-être est-il parti là-bas. Peut-être a-t-il enfin trouvé la fréquence qui lui convenait. » Dès l'annonce de la mort de Perry Bamonte, les questions ont surgi. Trop de silence, trop de zones floues. Une disparition annoncée comme paisible, mais entourée d'un voile opaque. Officiellement, il s'agit d'une courte maladie, une formule vague, presque administrative. Aucune précision médicale, aucun nom, aucun détail. Pour un musicien mondialement connu, célébré au Rock and Roll Hall of Fame, ce mutisme intrigue. La première hypothèse est la plus rationnelle. Certains évoquent une pathologie lourde dissimulée pendant des mois, cancer, insuffisance cardiaque, troubles neurologiques dégénératifs. Des proches parlent d'une fatigue extrême, d'évanouissements répétés, de tremblements visibles sur scène. Autant de signes compatibles avec une maladie avancée. Mais alors, pourquoi avoir accepté une tournée mondiale aussi éprouvante? Pourquoi se taire jusqu'au bout, quitte à inquiéter ses proches et son public? Une seconde théorie, plus controversée, circule parmi les fans de longue date de The Cure. Perry Bamonte aurait payé le prix d'une immersion prolongée dans une musique émotionnellement sombre, gothique, mélancolique. Certains psychologues spécialisés dans les artistes parlent d'épuisement empathique.
Une absorption permanente des émotions négatives amplifiée par des décennies de scènes, de nuits sans sommeil et d'isolement volontaire. Perry n'était pas un interprète détaché, il ressentait tout. Trop, peut-être. Selon cette hypothèse, son corps aurait fini par céder là où son esprit refusait d'abandonner. Puis viennent les hypothèses les plus dérangeantes, celles qui divisent, celles que les médias évitent. Perry Bamonte parlait souvent de porte et de seuil, de ce qui se trouve entre deux mondes. Certains fans analysent d'aujourd'hui ces dernières phrases publiques comme des messages codés. Lors de son live stream de novembre 2025, il avait murmuré « Le rideau va tomber une dernière fois ». Était-ce une métaphore artistique ou une annonce consciente de sa fin prochaine? Les plus sceptiques posent une question brutale. S'il était si intuitif, si connecté, pourquoi n'a-t-il pas évité sa propre mort? La réponse de ses admirateurs est troublante. Peut-être ne cherchait-il pas à l'éviter. Peut-être l'acceptait-il. Peut-être même l'attendait-il. Non pas dans un geste désespéré, mais dans une forme de réconciliation. Perry n'a jamais parlé de suicide, aucun élément factuel ne va dans ce sens, mais certains évoquent un lâcher-prise volontaire, une cessation du combat. Une rumeur persistante affirme aussi que Perry n'aurait jamais récupéré après certains épisodes vécus sur scène dans les années 1990, comme si une part de lui était restée ailleurs. Cette idée, bien sûr, ne repose sur aucune preuve scientifique, mais elle trouve un écho troublant dans ses mots, ses silences, son regard absent. Perry disait parfois à ses proches « Je ne suis plus complètement ici ». Alors, de quoi est-il mort réellement? D'une maladie? D'un épuisement profond? D'un trop-plein d'émotions accumulées pendant 40 ans? Ou d'une décision intime, inaudible, impossible à juger? La vérité, sans doute, se trouve à la croisée de ces hypothèses, dans cet espace flou que Perry Bamonte habitait depuis toujours. La vie de Perry Bamonte ressemble à une longue traversée nocturne, une route sans éclat, sans coup de projecteur, mais chargée d'échos profonds. Il n'a jamais été au premier plan, il n'a jamais cherché la gloire, et pourtant sans lui, l'âme sonore de The Cure n'aurait jamais eu la même densité, la même gravité émotionnelle. Perry était ce musicien invisible qui tenait l'équilibre fragile entre la lumière et l'ombre. Celui qui savait quand une note devait résonner, et surtout quand elle devait se taire. Sa mort, survenue la nuit de Noël, n'est pas un simple hasard calendaire. Elle agit comme un symbole puissant. Alors que le monde célèbre la naissance, lui a choisi le départ. Alors que les familles se réunissent dans le bruit et la chaleur, Perry s'est retiré dans le silence, fidèle à ce qu'il a toujours été, un homme de l'entre-deux, ni totalement présent, ni totalement absent, toujours à la lisière. En retraçant son parcours, une évidence s'impose. Perry Bamonte n'a pas seulement joué de la musique, il l'a absorbée. Il l'a vécue comme une expérience intérieure, presque spirituelle. Chaque tournée semblait le rapprocher un peu plus de cette frontière invisible qu'il évoquait si souvent. Et lorsqu'il est revenu sur scène en 2022, affaibli mais déterminé, ce n'était peut-être pas pour conquérir à nouveau le monde, c'était pour refermer une boucle, pour dire adieu, sans discours, pour laisser ses dernières notes parler à sa place. Aujourd'hui, les hypothèses demeurent, les questions restent ouvertes, mais peut-être est-ce précisément ce que Perry aurait souhaité. Il n'aimait pas les réponses définitives, il préférait les zones d'ombre, les silences chargés de sens. Son héritage n'est pas seulement inscrit dans les albums ou les archives de concerts, il vit dans cette émotion diffuse que ressentent encore ceux qui l'ont écouté jouer, dans cette impression étrange que, parfois, une musique peut vous regarder autant que vous l'écoutez. Perry Bamonte n'a pas disparu, il s'est fondu dans ce qu'il connaissait le mieux, le silence après la dernière note. Là où les échos persistent, là où commence autre chose.